Erev Tov, c'est avec un grand plaisir, Baruch Hashem, que on commence la série des cours le mercredi. Je dis aussi Bezrat Hashem. Alors j'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes. En tout cas, ça me fait, pour mon cas, oui, c'était sympathique, c'était bien. Et je voulais vous dire que la semaine prochaine, normalement, Bezrat Hashem, c'est l'Akba Omer, ça tombe mercredi soir. Alors pour l'instant, il y a cours jusqu'à l'annulation. Bezrat Hashem, ceux qui veulent venir, ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller à Hebron, on parlera de Rabbi Shimon Bar Yochai, ici présent. Et alors je pense que c'est intéressant de traiter un sujet qui est au quotidien en ce moment, qui est tout simplement la Sfirat HaOmer. Pourquoi ? Parce que vous savez que quand on a quitté le soir du Seder, Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que le soir du Seder, c'est la naissance du Ham Israël. Le soir de la sortie d'Égypte, le Ham Israël, il est né, il est devenu un peuple. On arrive à Shavuot, c'est la bar mitzvah, on reçoit la Torah. Et une fois qu'on a fait la bar mitzvah, alors on arrive à Sukkot. Et Sukkot, tout simplement, le mariage, la choupa, la souka. Et donc, lorsqu'on était le soir du Seder, on est né, le Ham Israël, il est né, il est devenu un peuple. Ce soir-là, le soir où on est sorti de Mitzraïm, Paro nous a dit sortez, le Ham Israël a mangé le Korban Pessah. Alors vous savez qu'il y a un phénomène assez incroyable, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que beaucoup de nos fêtes se passent en 2 temps. Par exemple, on a Rosh Hashanah et on a 10 jours de Tchouva, et juste après on a Kippour. On a Sukkot, et on a Chol HaMoed Sukkot, et on a un autre Chag, qui s'appelle Shmini Chag Atzeret. On a Pessah, et Pessah c'est pas comme Sukkot, c'est pas 8 jours, c'est pas 7 jours, c'est que 7 jours, et c'est pas 8 jours comme Sukkot. Pourquoi ? Parce que le Chag, comme Sukkot a Shmini Chag Atzeret à la fin, Pessah a Shavuot à la fin. Et qu'est-ce qui sépare ? Au lieu d'avoir les 7 jours de Chol HaMoed, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir 7 semaines qui vont faire qu'on va arriver à Shavuot. Alors vous savez que le Admor Meizmitche, il dit quelque chose, il dit un grand chidouche, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez, le soir du Seder, qu'est-ce qu'on met sur la Kahara ? Une des choses qu'on met sur le plateau, c'est un œuf. On met un œuf et on met, ça dépend du minagi, il y en a qui mettent de l'agneau, il y en a qui mettent une cuisse de poulet, ouais, chacun son minagi. Maintenant, pourquoi on met ça ? Le Rama il explique, parce que tout simplement, c'est face au Korban Pessah, et l'autre c'est face au Korban Chagiga. Korban Pessah, Korban Chagiga. Donc Korban Pessah, c'est le morceau de viande qu'on a grillé. Korban Chagiga, qui était l'offrande, qui était le sacrifice qu'on offrait à chaque fête. Pessah, Shavuot, Sukkot. Ça, on rappelle que normalement on aurait dû le manger le soir du Seder aussi. Et comment on le rappelle ? On met un œuf. Pourquoi ? Parce que Zecher la Khurban, quand on se souvient de la destruction du Beth Amikdash, donc c'est un œuf, c'est ce que mangent les endeuillés, etc. Et lui, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que si on met un œuf, Akadosh Baruch Hu nous donne un message ici. C'est qu'au même titre qu'un œuf, au moment où il sort d'une poule, il ne va pas sortir un poussin là maintenant. Dès que l'œuf il sort de la poule, il ne va pas sortir un poussin. Il faut qu'une fois que l'œuf il sort de la poule, qu'est-ce qui se passe ? Et bien la poule elle couve. Et une fois qu'elle a couvé, alors à ce moment-là va sortir un poussin. C'est la même chose. Le Ham Israël il est né à Pessah. On est devenu un œuf à Pessah. Mais maintenant qu'est-ce qui va devenir cet œuf ? Est-ce que maintenant on va le couver ? C'est pendant tous les jours de la Sfirat HaOmer. Est-ce que maintenant on va s'élever ? On va préparer au fait que maintenant on est né, on va comprendre que maintenant le Ham Israël il est né et à ce moment-là on va vraiment éclore à Matan Torah ou pas ? C'est ça, toutes ces préparations-là qu'on a pendant Sheva Shabbatot, pendant 7 semaines, 50 jours où on doit se préparer au don de la Torah. Alors vous savez que le conte du Homer, il suit directement la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le soir du Seder, le Ham Israël est devenu libre. Maintenant, a priori, il y a une question. Si le Ham Israël il est sorti d'Égypte, on est sorti d'Égypte, voilà, on a eu la liberté maintenant. Le soir du Seder, on a eu la liberté. Si maintenant on a eu la liberté, je vous pose la question. A priori, on aurait dû faire quoi ? On aurait dû faire un michté comme à Pourim. C'est le soir de la sortie d'Égypte. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait un michté, on fait la fête, on est super content, vas-y, sors les bouteilles de vin, c'est bon, on s'éclate. Pourquoi ? Parce qu'on est sorti d'Égypte, ça y est, c'est la liberté. Akadosh Baruch Hu, il te dit non, ça se passe pas comme ça. Le soir de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire un repas qui est probablement la plus grande prise de tête qui existe. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'arrêter, il faut que tu calcules chaque chose. Et les 4 verres, il faut que tu aies attention, il ne faut pas que tu oublies que les 4 verres, il faut que tu les bois à couper, sinon tu dois recommencer. Et quand tu manges les matzot, il faut que tu les manges à couper, sinon tu ne fais pas yotzer. Et après, ça c'est avant ça. Et le maror, et comment tu as mangé le maror, et combien tu as mangé le kazaï, et le yachat, c'est le truc.
Chaque chose que tu fais le soir du Seder, on te dit ça, 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 ça. Alors c'est bien sympathique, on est en train de te dire, regarde, maintenant t'es libre. T'es libre. Et on te dit, tu sais comment tu vas fêter la liberté? Pas avec un michté, avec un truc où a priori t'es tout sauf libre. On te dit chaque chose que tu dois faire. Chaque chose que tu dois faire le soir du Seder, on te dit c'est calculé, attention, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Parce que tout simplement, comme on vient d'expliquer, le soir du Seder, au moment où maintenant le Ham Israël est sorti d'Égypte à Pessah, le Ham Israël il est né. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il est né, quand nous on est né, Akadosh Baruch Hu nous donne la première leçon dans la vie. Première leçon. C'est quoi première leçon? Dans la vie, il y a un Seder. Dans la vie, il y a un Seder. Tu fais pas ce que tu veux dans la vie. Il y a maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a Kadesh, Uchat, Karpas, Yachat, Magid, Orta, Moti, Mata. C'est comme ça. Quand tu es né, quand tu as grandi, et bien qu'est-ce qui se passe? Tu as la bar mitzvah. Après la bar mitzvah, tu as la Khatouna. Vous savez que ça, c'est pas évident pour tout le monde. Et je ne comprends pas ça. Ils ne comprennent pas que tu dois d'abord comprendre l'essentiel dans ta vie. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi? La Torah et les mitzvot. Une fois que tu as la Torah et les mitzvot, tu as le rasma, tu peux faire la Khatouna. Tu peux comprendre, tu peux faire le mariage. Akadosh Baruch Hu te dit, il y a un Seder dans la vie. Il y a un Seder. Tu dois comprendre comment ça fonctionne. Vous savez que ne serait-ce que le soir du Seder, il y a énormément de moussard pour la vie. Par exemple, je donne un exemple très simple. Le soir du Seder, qu'est-ce qu'on doit manger? On doit manger la mitzvah. On a une mitzvah de manger de la matzah. La matzah, c'est quoi? C'est de la farine et de l'eau. Les koudas, c'est de la farine et de l'eau. Pourquoi? C'est à l'image de nous. À Kadosh Baruch Hu, au moment où on est né, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une neshama et un corps. Neshama et un corps. Ça, cette neshama et un corps, c'est ce qu'on est constitué au moment où on est né. Maintenant, quand on est né, on n'a pas encore de l'orgueil. L'enfant, il n'a pas encore de l'orgueil, il n'a pas encore ça. Ça vient après. À Kadosh Baruch Hu, il est en train de te dire, regarde, ça, c'est ce que tu dois être tout le temps. Ça, c'est ce que tu dois être tout le temps. Une matzah, de la farine et de l'eau. Ça, ne commence pas à gonfler, à te prendre pour je sais pas quoi. Non, regarde, c'est de la matzah, c'est de la farine et c'est de l'eau. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait au moment où on commence le soir du Seder, avant même de commencer à faire moti matzah, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait yachat. Kadesh yachat. Tac, on casse la matzah en deux. Pourquoi on casse la matzah en deux? Pourquoi on casse la matzah en deux? On casse la matzah en deux, le plus grand morceau, on le cache pour l'africomane. D'accord? Le plus petit morceau, qu'est-ce qui se passe? On va faire moti dessus. On va faire moti matzah. Pourquoi? Pour te dire des chémonies. C'est le pain de la pauvreté. C'est le pain de la pauvreté que nos ancêtres ils ont mangé en Égypte. D'accord? Ça, c'est le pain de la pauvreté. C'est pour ça qu'il est cassé en deux. La Torah vient t'apprendre un moussard extraordinaire. Elle vient te dire, regarde, pourquoi c'était le pain de la pauvreté? En Égypte, le Ham Israël, ils n'avaient pas de quoi manger. Donc chaque pain qu'ils avaient, ils se le divisaient les uns les autres. La Torah vient t'apprendre, regarde, quand tu fais une mitzvah dans ce monde-ci, tu as la partie qui est la mitzvah, ça c'est la plus petite partie, parce que la plus grande partie qui est le salaire, ça il est gardé pour le Olam Haba. C'est gardé pour la fin. C'est pour ça que la plus grande partie du yachatz, la plus grande partie de la matzah, on la garde pour la fin du Seder, à l'image de la fin de la vie. Que ça, tu le gardes pour la fin. Le soir du Seder, il est là pour t'apprendre que maintenant, il y a des ordres. Vous savez que quand un enfant il est né, on commence à faire le kidouche, on lui donne un petit garçon, on commence à faire la nomination au moment de la Brit Mila. On dit Shiiske, les gadel, les Torah, les Choupa, les Maasim Tovim. D'accord? Qui puisse grandir en Torah, après les Choupa, au mariage, et après les Maasim Tovim, les mitzvot. Alors le Rav de Brisk il pose une question, il dit je comprends pas. Ça veut dire quoi? Non. Les Torah, après les Choupa, et les Maasim Tovim, c'est quoi? Ça veut dire qu'avant la Choupa, il ne fait pas de Maasim Tovim, il ne fait pas de bonnes actions? On aurait dû dire les Torah et les Maasim Tovim, les Choupa et les Torah et les Maasim Tovim. Non, on te dit non. La Torah, après le mariage et après les bonnes actions. Et les bonnes actions, ils ne font pas après. Et quoi, l'étude de la Torah, tu ne fais pas après? Comment c'est possible? Il dit Rav de Brisk quelque chose d'extraordinaire. Ça vient t'apprendre là où la tête d'une personne, elle doit être. Jusqu'à la Choupa, la tête de la personne, elle doit être dans la Torah. Jusqu'à la Choupa, la personne, sa tête, un homme, c'est dans la Torah. Après les Choupa, après les Maasim Tovim. C'est quoi les Maasim Tovim? C'est pas avec tout le monde. C'est avec ta femme. C'est avec ta femme. Il y a des gens que si les voisins ils vont venir toquer, ils vont dire oui alors j'ai une fille dans le robinet, machin, est-ce que vous pouvez dire oui bien sûr, j'arrive tout de suite. Et maintenant toi ta femme, ça fait 15 fois qu'elle te demande tu peux descendre le sachet poubelle? Ouais bon ça va, je ferai demain matin ça peut attendre, ça. Non, ça se fait le voisin, tu sais tout de suite. C'est pour ça que le leader Rav de Brisk au début, c'est toute ta tête, elle doit être dans la Torah. Après, tu arrives à la Choupa. Après, tu as les Maasim Tovim. Tu dois avoir un Seder. Le soir de notre sortie d'Égypte à Kadosh Baruch Hu, une leçon numéro 1. Un Seder dans la vie. Maintenant, la Torah, elle vient t'apprendre une autre leçon.
Leçon numéro 2. C'est quoi la leçon numéro 2? Sfirat HaOmer. Le deuxième soir de Pessah, le deuxième jour, en Chutz Laaretz, c'est le deuxième soir, qu'est-ce qu'on fait? On commence à compter Cher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu Al Sfirat HaOmer. On commence à apprendre à compter le Sfirat HaOmer. C'est vraiment cool. Pourquoi on doit compter le Sfirat HaOmer? Pourquoi on doit compter chaque jour Ayom, Yom Echad HaOmer? Pourquoi on doit compter chaque jour le Homer? Alors le Sefer HaChinuch répond à la question. Il dit tout simplement pourquoi on doit compter le Homer. Parce que on attend le don de la Torah, puisqu'on attend d'arriver au pied du Har Sinaï. Et donc du coup on montre qu'on est impatient. On a envie d'arriver au pied du Har Sinaï. On attend. Alors vous savez, il y a la grande question que tout le monde pose. Comment c'est possible? Si jamais maintenant tu montres vraiment que tu attends le don de la Torah. Donc si tu attends impatiemment le don de la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes pas comme ça. Ouais, tu fais 5, 4, 3, 2, 1, ouais. Non, c'est comme ça. Normalement, on aurait dû faire 49, 48, 47, 46. On aurait dû faire comme ça. Non, on te fait 1, 2, 3, 4. Alors la Torah ici, elle vient t'apprendre la leçon numéro 2. Après qu'on t'a appris la leçon numéro 1, le soir du Seder, on t'apprend maintenant la leçon numéro 2. Sache une chose. Akadosh Baruch Hu, il t'apprend que dans la vie, tu vas devoir être confronté à un phénomène qui s'appelle l'attente. L'attente. Toute la vie, les gens ils attendent. Toute la vie, les gens attendent. Quand les gens ils sont petits, ils attendent d'être grands. Quand ils sont grands, ils attendent de faire leurs études. Et quand ils ont fait leurs études, ou ils sont à l'armée, ils attendent de finir. Et une fois qu'ils ont fini, ils attendent de se marier. Et une fois qu'ils sont mariés, ils attendent les enfants. Et une fois qu'ils ont les enfants, ils attendent qu'ils grandissent. Et tout le temps, tu fais que d'attendre. Tu fais que d'attendre. Les gens, ils vivent, ils attendent de mourir. Une fois qu'ils sont morts, même les morts, ils attendent Triat HaMetim. Donc c'est-à-dire tout le temps d'attendre. Tu fais que d'attendre. Alors la Torah te dit, mais comment tu dois attendre? Alors il y a deux moyens. Vous savez, il y a des gens que quand ils attendent, ils ont envie de se pendre. C'est-à-dire, ils n'en peuvent plus. Ils disent, ça y est, combien j'attends, ça y est, j'en ai marre. C'est une souffrance, chaque fois qu'ils attendent, c'est une souffrance. Vous regardez les goïms, ils tuent le temps. Ils n'ont rien à faire. Alors ils tuent le temps, ils le disent. Nous, on tue le temps. Alors ils vont se faire les bons patos, ils vont se faire des parties de pétanque le dimanche, et ils vont boire des bières sur bière, parce que ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce que je fasse maintenant? Alors on tue le temps, ils regardent la télé pendant des heures et des heures, parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc c'est une souffrance, l'attente c'est une souffrance. Il y a des gens que maintenant ils attendent leurs vacances, donc ils font que d'attendre toute l'année. C'est-à-dire que maintenant ils travaillent pendant 6 jours dans la semaine pour attendre le 7e. C'est-à-dire qu'en gros maintenant ça veut dire que sur toute une semaine, ils vivent 15 jours. Vous imaginez un peu la tristesse. C'est-à-dire que sur toute la semaine, ils ont attendu 6 jours pour arriver au 7e. Ah, t'es au 7e. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils pioncent toute la journée. Il est magnifique celui-là. Magnifique, c'est une réussite de la création, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Pendant 6 jours, il a attendu, et après le 7e, ça y est. Alors, à ce moment-là, rac, l'oreiller, il en prend un coup. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on réfléchit comme ça? Pareil, les gens ils travaillent pendant des mois pour arriver aux vacances. Ça veut dire que maintenant, pendant 6 mois, le mec il n'a pas vécu. Et pourquoi? Pour arriver à 2 semaines. Ça y est, maintenant c'est mes 2 semaines de vacances. Mais ça fait de la peine. Quand on fait le calcul sur toute la vie, vous imaginez combien une personne, elle a optimisé sa vie? Parce que ça fait 5% de sa vie, peut-être, il a profité. 5% de sa vie, il a kiffé, tout le reste, il a que fait d'attendre. Il est au travail, il attend un coup de téléphone, il est là-bas, il attend de sortir, et le truc, machin. Il fait que d'attendre. Alors la Torah, elle vient t'apprendre une chose. Regarde, tu as 2 manières d'aborder l'attente. Ou l'attente, c'est une souffrance. Il y a des gens, ils attendent un enfant, ils attendent un bébé, ils attendent le chidour, ils attendent... Donc chaque chose, à chaque fois, c'est une souffrance. Ou la Torah te dit, regarde, l'attente, c'est une construction. De qui on apprend ça? Yaakov Avinu, qui était notre père. Qu'est-ce qui se passe? Dans la Torah Akdosha, c'est marqué qu'au moment où il va fuir Esav, son frère, il va aller chez Lavan. Et sur le chemin pour aller chez Lavan, donc il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait tout l'argent pour pouvoir se marier avec Rachel. Sur le chemin, il se fait rattraper par Eliphaz. Eliphaz, qui est le fils de Esav. D'accord? Très bien. Qui va être le père de Amalek. Sympa. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il se fait rattraper par Eliphaz. Eliphaz, à ce moment-là, il lui dit, regarde, tonton, normalement, je dois te couper la tête. Alors à ce moment-là, Yaakov lui dit, regarde, je t'explique. Mais lui, il avait un peu de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'Eliphaz, il a grandi dans les genoux de Yitzhak Avinu, etc. Donc ça se faisait pas trop. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Normalement, je dois tuer. Alors Yaakov Avinu lui dit, regarde, je vais t'expliquer.
tu sais quoi, tu prends tout mon argent, prends tout. Et c'est marqué qu'un pauvre, il est considéré comme mort. Donc c'est pas vraiment que tu as menti à ton père. Tu sais quoi? C'est comme si maintenant, je suis mort. Donc tiens, prends tout mon argent. Maintenant, lui, Yaakov Avinu, il arrive chez Lavan, il n'a pas une thune. Il n'a pas une thune, il n'a rien. Maintenant, lui, son père, Yitzhak, il a eu un messager qui s'appelait Eliezer, qui est parti chercher sa mère Rivka, avec, je sais pas si vous j'imagine, avec la Brinks. Vous savez, c'est quoi la Brinks? C'est les camions qui transportent les billets. Ouais, il y avait des chameaux, les uns après les autres, remplis d'or et d'argent. C'est-à-dire que tu avais des camions de la Brinks qui suivaient les uns après les autres pour aller se marier, pour aller chercher Rivka, pour donner tout l'argent à sa Bethuel. Pourquoi? Pour pouvoir se marier avec Rivka. Maintenant, lui, Lavan, il se dit, ah, c'est bon, c'est la refaite. Ouais, moi maintenant, j'ai mon petit neveu qui va arriver, il va arriver avec des camions de la Brinks. Qu'est-ce qui se passe s'il le voit arriver sans rien? Sans rien, vide. Maintenant, lui, Yaakov Avinu, il dit, regarde, je suis désolé, j'ai rien, j'ai pas une thune sur moi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va dire que moi je suis prêt à travailler pendant 7 ans pour ta fille, Rachel. 7 ans. Maintenant, écoutez bien, c'est marqué. Écoutez bien comment c'est marqué. Veyavod Yaakov berachel sheva shanim. Pendant 7 ans, il a travaillé pour Rachel. Veyu be'enav kiyamim achadim be'avato ota. Et c'était pour lui comme un seul jour. C'est-à-dire qu'il a travaillé pendant 7 ans, comme un shra, mais comme un shra. C'est marqué dans la Torah, au moment où Lavan il va le rattraper, il va dire, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu as vu les conditions de travail que tu m'as données? J'ai travaillé dans le froid, j'ai gardé les moutons dans la nuit, il y avait des lions, il y avait des loups, j'ai dû me battre, il faisait chaud, il faisait tout, et à chaque fois dès qu'il y avait une bête qui se faisait attaquer, ben, je rendais de mon argent. C'était la misère, pas chose, c'était la misère. Il travaillait dans des conditions terribles, Yaakov Avinu. Maintenant lui, Yaakov Avinu qui a travaillé dans des conditions terribles comme ça, c'est marqué que pendant 7 ans il a travaillé, et ben c'était comme une seule journée pour lui. C'était comme une seule journée. Je vous pose la question, est-ce que c'est normal ce qui est marqué? Imaginez-vous, il y a un mec, il a un travail vraiment, le pauvre, il n'a pas de bol. Tous les matins à 5h du mat, il doit aller mettre tous les magazines dans les boîtes aux lettres, tac, 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 il se lève, il dort pas de la nuit, il va mettre il se transporte des kilos et des kilos de magazines pour aller les mettre dans les boîtes aux lettres. C'est galère. Maintenant tu lui dis, tu sais quoi, regarde, je te dis une truc, dans 2 ans, je te paye un voyage aux Caraïbes. Je pose la question, est-ce que chaque jour il passe vite ou chaque jour ça paraît une éternité pour lui? Chaque jour ça passe vite ou c'est une éternité? C'est une éternité. Lui il attend qu'une seule chose, il attend, quand est-ce que je vais partir? Il n'arrête pas de penser à ça. Et là il met ses enveloppes dans les boîtes aux lettres et machin, il n'en peut plus. Il se dit, mais quand est-ce que je vais partir? Chaque jour ça paraît une éternité. La Torah te dit non. Yaakov Avinu, c'était l'inverse. C'était l'inverse. C'est-à-dire que lui, toutes les années où il a travaillé, pourquoi? Pour devenir Yaakov Avinu, pour pouvoir se marier avec Rachel. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces années-là, ça va passer comme un seul jour. Mais il n'est pas normal. C'est pas normal qu'Yaakov Avinu, ça se passe comme ça. Ça aurait dû être l'inverse. Ça aurait dû être une éternité pour Yaakov Avinu. On te dit non. C'était qu'un seul jour. Pourquoi? Nous dit Israël. Parce que Yaakov Avinu, quand il a compris que si Akadosh Baruch Hu veut qu'il attende 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel, c'est qu'il faut 7 ans pour être au niveau pour pouvoir se marier avec Rachel. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu il veut maintenant que je ne sois pas encore prêt maintenant, c'est que il me manque du travail chez moi. Il faut que je me construise. Je ne me suis pas assez construit. Donc chaque jour c'était une construction. Moi je vous pose la question, je vais vous expliquer en 2 secondes, vous allez très bien comprendre. Quand quelqu'un il est en vacances, ouais. Il finit les vacances. Comment ça finit en général les vacances? Comment ça finit? Tu t'interroges la personne, tu dis, c'est passé vite les vacances ou c'était trop long? C'est passé très vite, c'est passé trop vite, j'ai même pas vu les vacances passer, c'est passé trop vite. Maintenant je te pose la question, le mec il a travaillé toute la semaine, tu dis alors, elle est passée vite la semaine ou... Je l'ai senti. Ouais, la semaine je l'ai senti. Comment ça se fait que les vacances ça passe toujours trop vite et le travail ça passe jamais assez vite? Comment ça se fait? Pourtant, on ne change pas de montre. Ouais, ça reste la même montre. Comment ça se fait que le travail, ça paraît une plombe, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en vacances, ça passe trop vite. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que chaque jour, pendant les vacances, tu sais l'optimiser. Chaque jour, tu ne perds pas une seconde pendant les vacances. Donc, comme tu ne perds pas une seconde pendant toutes tes vacances, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les vacances, ça passe trop vite. Parce que tu ne veux pas perdre une seule seconde. Donc, comme tu optimises chaque seconde, donc du coup, ça paraît... C'est passé de tchic-tchac. Alors que quand tu es au bureau, tu es en train d'attendre, et tu sens le temps, il est lourd, ça y est, tu aimerais rentrer chez toi, et t'en peux plus, et là, les trucs, et t'en as encore pour 2 heures, tu regardes. Pourquoi? Parce que tu n'optimises pas le temps. Donc comme tu subis le temps, alors le temps il paraît une éternité.
C'est exactement ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, ça lui paraissait une éternité ça lui passait, excusez-moi, à l'inverse, c'est passé très vite. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait optimiser ce temps. Il devait construire ce qui s'appelle les 12 tribus, les Jevatim, et pour ça, il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il bosse, qu'il se construise. Donc ça, il n'avait pas le temps. C'est pour ça, Yamim Achadim, c'était une seule chose. C'était un seul mois. C'est passé très très vite pour lui. C'est pour ça que, vous savez, Kadosh Baruch Hu, on nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, ce monde-là, ça ressemble, excuse-moi, la batterie. Ce monde-là, ça ressemble à un couloir avant le Olam Haba, avant le palais. C'est-à-dire qu'on est dans un couloir avant le monde futur. Ça veut dire qu'en gros, je vous fais la traduction en simultané, la Mishnah est en train de nous dire dans Pirkei Avot, en gros, on est dans une salle d'attente. C'est-à-dire que tu es dans un couloir avant de rentrer dans le palais. Voilà, ce monde-ci, c'est un couloir avant de rentrer dans le palais. Donc tu es dans une salle d'attente. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait dans une salle d'attente? Vas-y, que tu lis les revues, que tu as vu 150 fois, que tout le monde a vu, et qu'elles sont déchirées, truc machin. Qu'est-ce que tu fais dans une salle d'attente? T'attends, tu regardes ton iPhone, tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu as à faire? La Torah, elle dit, tu sais ce que c'est une salle d'attente pour la Torah? C'est 613 mitzvot du matin au soir. 613 mitzvot, tu t'arrêtes pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, comprends que ton Olam Haba va dépendre de la manière avec laquelle tu as vécu ton Olam Hazé. Si toi maintenant tu t'es préparé dans ce monde-ci, alors à ce moment-là tu vivras quelque chose dans l'Olam Haba. C'est très simple. Quelqu'un il va préparer ses vacances, d'accord? Ça ne suffit pas de prendre un billet d'avion. C'est bon, j'ai appelé l'agence, on a pris un billet d'avion. Et après, qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais tu dois préparer l'hôtel, tu dois préparer le voyage, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas visiter, c'est comme ça. Alors une fois que tu as bien préparé un voyage, alors c'est bon, tu as compris, tu vas kiffer quand tu vas partir là-bas. C'est la même chose pour l'Olam Haba. C'est exactement la même chose dans l'Olam Haba. L'Olam Haba c'est quoi? C'est le résultat de tout ce que tu as préparé. Le résultat de tout ce que... Vous connaissez l'histoire? Une fois il y avait un juif, il marchait en chemin, et il voit un pauvre juif qui est en train de pleurer par terre. Il est en train de pleurer, il était triste. Il pleure. Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ma carlera. Alors il dit, bah voilà, je vous explique. Là, vous voyez là, vous avez les remparts là, d'une ville. Mais en fait, c'est pas juste une ville. C'est la capitale de tout le royaume. Et ici maintenant, tous les ans, le premier de l'an, la première personne qui rentre dans la ville, c'est lui le roi, pendant un an. Et donc du coup, moi l'année dernière, j'étais le premier à être rentré. Et donc moi, au moment où je suis rentré, ils ont fait de moi un roi. Mais maintenant, l'année, elle vient de se finir. Je viens de voir maintenant que l'année, elle se finit. Voilà, je suis jeté, j'ai plus rien maintenant. Je suis comme un clochard. J'y ai même pas pensé. J'ai même pas pensé que l'année, elle allait se terminer. Et il était en pleurs, il pleurait. Il lui dit, fais attention, toi, c'est à toi de rentrer là maintenant. Fais attention. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il peut craquer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, il continue son chemin, il arrive, il toque à la muraille de la ville, il a envie de rentrer dans la ville. À ce moment-là, au moment où il rentre, tout le monde l'attend. Ouais, c'est notre roi, c'est lui. Et donc ils le prennent, ils le mettent sur le carrosse, il emmène ce truc, il l'assoit sur la chaise et machin. Il dit, mais il était pas tellement fou le mec, il avait raison. Et il devient le roi parce que c'est le premier qui est rentré. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il voit tout le monde en train de danser, tout le monde hyper content. On met les drapeaux, on met le truc, il se retrouve avec une couronne sur la tête. Incroyable, qu'est-ce que... Alors lui, il se demande, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il réfléchit toute la nuit, il dort pas. Toute la nuit, il dort pas, mon roi, vous avez besoin de quelque chose, 15 000 pyjamas, truc. Il comprend même pas ce qui lui arrive, donc il est dans son lit, il est en train de réfléchir. Et à ce moment-là, il dit, j'ai compris. Le lendemain, il dit, c'est qui le bureau là? C'est qui le cabinet? Je voudrais me rassembler avec tout le monde là. C'est qui le ministre des Finances? C'est qui le ministre de l'étranger, etc., de l'éducation? Je veux parler avec tout le monde. Table ronde. Donc il rassemble tout le monde. Il dit, je voudrais savoir exactement, moi, en tant que roi, combien j'ai sur le compte. Mon roi, ça y est, c'est... J'ai que pas de roi. Ouais, vous faites ce que vous voulez, mon roi. Faites ce que vous voulez, c'est open. Très bien. Ce qui est le ministre du tourisme, il dit, c'est moi, mon roi. Je voudrais que tu me trouves une île, mais une île paradisiaque. Truc de fou. Magnifique. Mais ça, je voudrais que tu l'achètes sur mon compte privé. C'est à moi. C'est à moi. Très bien. Roi, vos désirs sont des ordres, pas de problème, l'architecte, machin, truc. Et il commence à se construire une île de paradis. Son île paradisiaque, mais tout à son compte. Et il se fait des virements du compte, d'argent, truc, machin, il se fait des banques là-bas, machin, truc. Bref, il pille le royaume. Il reste plus rien. Maintenant, à la fin, il arrive à la fin de l'année, il a travaillé comme un malade. Toute l'année, il a travaillé comme un malade. Il prend la dernière chaise qu'il a laissée dans le palais. Il s'assoit dessus et il attend. À ce moment-là, hop, fini l'année, hop, on le prend, on le jette.
Et là, il avait déjà prévu qu'il y avait le carrosse qui l'attendait dehors, etc. Hop, il y va. Et où est-ce qu'il va? Il va habiter sur son île pour toute sa vie. Tout ça parce que c'était son compte privé. Cet exemple-là, cette histoire-là, c'est exactement notre vie. C'est exactement notre vie. On est arrivé dans ce monde-là, et voilà maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu peux faire ce que tu veux. Sache, c'est open, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire les pires lourdeurs, tu peux être le plus intelligent. Tu peux faire ce que tu veux. Mais maintenant, sois racham. Est-ce que tu vas optimiser ta vie? Ou maintenant, qu'est-ce que tu vas faire tout le temps? Tu vas finir par pleurer comme l'autre, il est en train de pleurer. Il n'a même pas vu que maintenant le temps il est passé. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette vie-là qu'on t'a donnée? Ça, c'est exactement la notion de l'attente dans la Torah. Au moment où maintenant tu es en train d'attendre un événement qui va s'appeler la mort, toute ta vie, tu dois te construire. C'est pour ça que quand on arrive maintenant à la Sfirat HaOmer, on te dit, regarde, tu vas arriver à une fête qui s'appelle Shavuot. Shavuot, vous savez que dans la Torah, toujours le nom des fêtes, il symbolise l'essence même de la fête. Par exemple, Pessah, HaKadosh Baruch Hu, ça veut dire deux choses. Pessah, la bouche elle raconte, parce qu'on raconte la sortie d'Égypte. Pessah, c'est qu'HaKadosh Baruch Hu, il a sauté entre les maisons des Égyptiens et des Juifs, qui nous a choisis parmi tous les peuples. D'accord? Sukkot, HaKadosh Baruch Hu nous a protégés dans la Soukha. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fête, elle est là pour révéler, le nom de la fête, il est là pour révéler l'essence même de la fête. Maintenant, je vous pose la question. La plus grande fête de tous les temps, qui s'appelle le jour du don de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? On aurait dû l'appeler comment? Chag Matan Torah. On va t'appeler non, Shavuot. Shavuot. C'est pourquoi Shavuot? Parce que tout simplement, la manière dans laquelle tu vas recevoir la Torah Shavuot, ça va dépendre de la manière avec laquelle tu t'es préparé. Pendant tout le conte du Homer, chez un juif, ça n'existe pas de perdre son temps. Ça n'existe pas. Un juif, chaque instant, il optimise le temps qu'il a. Un jour, 2 jours, 3 jours. C'est pas que maintenant je suis en train de faire 5, 4, 3, 2, 1. Il a envie de se pendre, ouais, il a envie d'attendre, il attend que ça passe jusqu'au moment où maintenant, ouais, super, c'est top. Ça a pris du temps. Non, là, chez un juif, ça n'existe pas. Un jour, 2 jours, 3 jours. Chaque jour, tu t'es construit. Chaque jour, tu as avancé. Chaque jour, tu as rajouté quelque chose dans la vie. Chaque jour, tu es moins bête que la veille. Chaque jour, tu t'es meilleur. Chaque jour, tu as avancé. C'est comme ça. C'est comme ça qu'un juif, il avance. Razvéchal, on compte pas 5, 4, 3, 2, 1. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Tu t'es construit. Voilà, maintenant, on est le 26e jour. Ce soir, 26e jour. Alors, qu'est-ce que tu as fait? 26e jour depuis Pessar, le soir du Seder, là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te sens que t'es pas la même personne? Tu sens que tu as avancé? Tu sens que tu t'es construit? Qu'est-ce que t'es? Alors, tu as avancé? C'est comme ça qu'un juif doit réfléchir. Quand on attend un événement, si on attend, c'est toujours que maintenant il y a une construction à faire. Il y a une construction à faire, à avoir chez nous. On ne doit pas être le même. On doit arriver le jour de... C'est marqué qu'on ramène à Shavuot Mincha Chadasha, une nouvelle offrande. À Shavuot, on arrive à une nouvelle offrande. C'est qui? C'est qui la Mincha Chadasha? C'est nous. On doit, HaKadosh Baruch Hu, il doit nous voir au pied du Har Sinaï, il doit dire, mais attends, mais c'est pas le même. C'est pas le même que la sortie d'Égypte, c'est magnifique. Vous connaissez la blague? Il y a une petite blague sympathique. Une fois, il y a quelqu'un, il se trouvait trop vieux. Alors, il se trouvait tellement vieux que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait refaire tout le visage. Il s'est fait refaire tout le visage, tout le truc, le machin, il sortait, il était lifting. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il sort de l'opération, une voiture, elle passe, bam! Ouais, elle l'éclate. Il arrive là-haut, il dit, mais Hachem, mais pourquoi tu m'as fait ça? Hachem, il fait, ah pardon, je t'ai pas reconnu. Ah, c'est une blague. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la Torah, ça fait la même chose. Tu sors de Pessah, t'as un évêque de Mitzrayim, t'es sorti d'Égypte maintenant, tu témoignes de la glaise maintenant, qu'est-ce que tu vaux? Maintenant, t'arrives au pied du Har Sinaï après 50 jours, tu t'es construit, t'as avancé. Alors, vous savez que la Torah, elle nous donne des mitzvot qui nous montrent que nous, on doit être les patrons du temps, on ne doit pas subir le temps. Par exemple, on a une mitzvah de Kiddush HaChodesh, d'accord? Sanctifier le mois. On a une mitzvah, Rosh Chodesh, on témoigne que voilà, on a vu la nouvelle lune à l'époque du Beth Amikdash, voilà, on a vu la nouvelle lune, et cette nouvelle lune, là maintenant, ce mois qui s'est renouvelé, alors maintenant on dit voilà, aujourd'hui, Mekadesh HaChodesh Mekudash, je crois, parce que je me souviens comment on dit là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Maintenant, ça dépend de quoi? Ça dépend de nous. Il faut un témoignage au Beth Amikdash que maintenant, voilà, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle nous dit par exemple, d'accord, si on arrive le Chodesh Elul, à la fin du Chodesh Elul, tu as 30 jours, et maintenant, dans le ciel, c'était prévu que maintenant Rosh Chodesh, c'était le 30e jour, et les témoins, ils sont pas encore arrivés au Beth Amikdash pour témoigner que c'était Rosh Chodesh. Donc c'est marqué que tant que le Bet Din, au Beth Amikdash, ils n'ont pas encore dit que c'est Rosh Chodesh, dans le ciel, tout le monde attend.
Tout le monde attend, tous les malachim. Je ne sais pas si vous imaginez, fin de Elul, premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. C'est le Beddin, c'est que tout le monde se fait juger à Rosh Hashanah. Mais tout le monde attend, tous les malachim, avec tout le pamalia chez le mala. Pourquoi tout le monde attend? Parce qu'il n'y a pas deux petits juifs qui sont arrivés, qui ont dit au Beth Amikdash, ah, on a vu la lune, on a vu la lune. Ah, il n'y a personne qui est venu. Eh bien, on attend. Demain, ce sera Rosh Chodesh. Vous imaginez un peu, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut maintenant? C'est la première mitzvah de la Torah. Avant même de sortir d'Égypte, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, le Kiddush HaChodesh, sanctifiez-le-moi. Au moment de la sortie d'Égypte, Moshe, la première mitzvah que l'homme Israël va recevoir, c'est quoi? Sanctifiez-le-moi. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il te dit, mais tu es maître de ton temps. Ne subis pas le temps. Tu es le maître, tu es le patron du temps. Qu'est-ce qu'on nous demande? La première question, une des premières questions après 120 ans, une fois qu'on est mort. Qu'est-ce qu'on nous demande? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude chaque jour? On te demande, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Ou non, tu vas dire, mais non, j'avais pas le temps, j'étais là, j'étais... D'accord, donc tu as subi le temps. Tu as subi le temps. On te dit, mais on veut pas que tu subis le temps. Hein, un juif, il le mange le temps. Un juif, il le vit. Il le vit le temps. C'est lui le patron, c'est lui qui doit instaurer comment c'est dans sa vie. Ça n'existe pas que normalement, un juif, il attend 10 heures, comme ça il va prier dans le minyan chez les rabbins, parce que ça fait 10 heures parce qu'il s'est pas réveillé, il est 10 heures de l'après du matin. Un juif, il doit prier au net. Normalement, un juif, il doit prier au lever du soleil. Parce que c'est pas le soleil qui te lève, Chas Shalom. C'est toi qui lèves le soleil. Un juif, c'est comme ça qu'il doit vivre. Un juif, jamais, c'est pas que maintenant, les rayons du soleil. Mais ça n'existe pas. Chez un juif, maintenant, il est réveillé. Papa, allez, le soleil, je t'attends là. Qu'est-ce que tu fais? Il attend, il va faire la mida là maintenant. Le net, il est en train de se lever. C'est comme ça qu'un juif, il doit vivre. Un juif, il doit avoir une maîtrise du temps. Un juif, il doit avoir une maîtrise du temps. C'est pour ça qu'on te dit, Asher, Kideshanu, Bemitzvotav, Vetsivanu, Al Sfirat Haomer. Vous imaginez un peu le truc de fou? La mitzvah, tu dis, Ayom, Arba Yamim Ba Omer, la Omer, voilà, tu dis, on est le 4e jour du Omer, voilà. Kideshanu, Asher, Kideshanu. Asher nous a sanctifiés. Mais dis-moi, tu te sens sanctifié, toi? Tu as fait Ayom, Arba Yamim Ba Omer, tu sens que tu es sanctifié? Mais dis-moi, tu dois réfléchir, c'est pas bracha levatala que tu fais. C'est pas une bracha en rang que tu es en train de faire. Tu sens que tu es sanctifié là maintenant. Asher, Kideshanu, Bemitzvotav, Al Sfirat Omer, Ayom, Arba Yamim. Tu sens, voilà, tu sens la doucha. Comment ça se fait que tu la sens pas? Comment ça se fait que tu la sens pas? Parce que tout simplement, tu sais pas la notion du temps. Là, vous savez qu'il y a une mitzvah, Shabbat. Shabbat, c'est un truc incroyable. Shabbat, t'arrives, 5h30, entrée de Shabbat. 5h30, entrée de Shabbat. 5h29, tout va bien. 5h31, tu fais une melacha, tu allumes la lumière, Chayav Mita. Ok? Maintenant, tu as une mitzvah, c'est bien, mitzvah de la Torah, de Tosefet Shabbat. De rajouter sur le Shabbat. Vous savez que la rabbinite Kanievski, c'est Tzadika Livracha, et elle m'a pareil sa fille, alors aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie, peu importe, la parnassa, la santé, l'homme échané, ouais, si quelqu'un il aime, la première chose qu'elle conseille, elle dit, fais rentrer Shabbat plus tôt. Prends 20 minutes, 18 minutes avant, 10 minutes, prends Shabbat plus tôt. On a une mitzvah de Mosif, Michol ala Kodesh, de rajouter des minutes du Shabbat sur le Chol. On a une mitzvah de ça. Je vous pose la question, quel rapport nous? Alors quoi? Parce que maintenant, toi, tu as rajouté 10 minutes maintenant à Shabbat, alors du coup, tes problèmes de parnassa, ils vont se régler. Dis-moi, comment ça fonctionne ça? Quel rapport maintenant? J'ai fait, tu vas allumer, chérie, tu vas allumer les bougies 10 minutes avant, comme ça, c'est bon, hein, le banquier va nous appeler, il va nous dire, plus de problème. Ça va, on croit c'est goulotte, on n'est pas des malades mentaux non plus. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Alors la Torah t'apprend quelque chose d'extraordinaire. Shabbat, qui est le Mekor Abracha. Shabbat, c'est la source de toute la bracha. Comme ça, tout le monde dit dans les Chadodi. Qui est Mekor Abracha, c'est la source de toute la bracha. Ce Shabbat-là, comment tu le fais rentrer? Est-ce que tu subis le Shabbat? C'est-à-dire que maintenant, bah voilà, on n'a pas le temps, c'est pas le choix. Et ben, le Shabbat, il va rentrer là maintenant. Et c'est pas prêt. Et là, et le frigo, et le truc. Alors, il y a des gens, ils subissent le Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, c'est le Shabbat. Et maintenant, bah, on n'a pas le choix là maintenant, ça va rentrer, ça y est. Il y a des gens, ils vivent comme ça, Shabbat. Il y a des gens, ils font, pas de problème. Shabbat, Mekor Abracha. Mais on l'invite à la maison. On l'invite. Ça rentre chez nous. C'est nous qui maîtrisons la situation. C'est pas que maintenant on nous l'impose. C'est pas que maintenant on n'a pas le choix. Bah voilà, j'aurais voulu faire ma douche, mais là j'ai plus le temps.
Non, c'est pas comme ça, Chas Shalom. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? C'est toi le patron, c'est toi qui l'invite. Donc quand tu fais rentrer, tu laisses de la place au Mekor Abracha, à la source de toute la bracha, tu les laisses une place, ne serait-ce que 10 minutes de plus. Eh ben ne t'étonne pas si après tu vois quelques zéros de plus sur ton compte. Ne t'étonne pas. Parce que tout simplement, puisque toi maintenant tu comprends que Shabbat c'est la source de toute la bracha, et que tu n'es pas victime de ça, tu n'es pas victime, au contraire, tu comprends la grandeur de la chose, et donc du coup tu le fais devancer, et ben Baruch Hashem, Baruch Haba, Shabbat Malketa. C'est comme ça qu'un juif il doit vivre. Maintenant comprenez, on a une mitzvah, la Sfirat HaOmer. Maintenant cette mitzvah-là de Sfirat HaOmer, a priori qui nous donne, comme on vient de le voir, qui nous donne tellement l'importance du temps. Alors a priori, quand on aborde cette mitzvah, on aurait pu croire que voilà, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps à la faire cette mitzvah. On te dit non, pas du tout, tu sais quoi, regarde, répète après moi. Hayom, Esrim Veshisha Yom, la Omer. Ça a pris 5 secondes. 5 secondes à faire cette mitzvah. Pourquoi la Torah nous donne tellement d'importance une mitzvah que maintenant, au moment où tu vas la faire, c'était une des mitzvahs la plus simple à faire. C'était une des mitzvahs les plus simples à faire. Comment ça se fait? Parce que la Torah vient t'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que le Midrash il raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, sur lequel on va fêter l'Akba Omer Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il connaissait que dalle. C'est-à-dire qu'il connaissait ni Aleph ni Bet. Il connaissait rien, il connaissait rien du tout. Nous dit le Midrash, une histoire que vous connaissez tous, que Rabbi Akiva il est passé à côté d'une mini cascade, c'est-à-dire que c'était une goutte d'eau qui coulait comme ça, tac, 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 sur un rocher, et à la fin, ça a fait un trou dans le rocher. Puis maintenant, Rabbi Akiva, il n'a pas sorti son iPhone, il a fait hey, wow, regarde, tac, tac, hop, t'as vu, tu l'envoies sur tout le monde, allez, ouais, WhatsApp, truc, on a travaillé là-bas, et hop, tu l'envoies, hey, tout le monde vous avez vu, hey, il y a un trou dans la roche, et tu continues ta vie. Non, c'est pas comme ça, Rabbi Akiva, c'est pas comme ça. Rabbi Akiva, il a vu ça, il a dit, il y a un trou dans la roche. J'ai pas compris, c'est une goutte d'eau. Mais comment c'est possible qu'une goutte d'eau, ça fasse un trou dans la chose qui est censée être la plus dure du monde, qui s'appelle une roche? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire la chose qui paraît la plus douce, qui est de l'eau, ça puisse faire un trou dans une chose qui paraît la plus dure, qui est du rocher. Question de Rabbi Akiva. Compliqué comme question, hein? Question de l'Israël. Ouais, c'est-à-dire que nous, on n'a pas des questions comme ça. Ah, et non, il n'y a que Rabbi Akiva qui se pose des questions comme ça. Et donc, du coup, lui, Rabbi Akiva, il se pose la question. Question. À ce moment-là, Rabbi Akiva, il a dit attention, là, il a commencé à prendre la Torah. Si, déjà, écoutez bien, réflexion de Rabbi Akiva. D'accord? Je vous explique, hein, juste entre parenthèses. Moshe Rabbeinu, quand il est monté au haut du Har Sinaï, qu'il a reçu la Torah, Hachem, il a vu que Hachem, il faisait des petites couronnes au-dessus des lettres. Alors il a dit, mais pourquoi Hachem tu fais ça? Il dit, parce que viendra dans le futur un homme qui tirera des halachot de ces petites couronnes-là. Moshe il a dit, ah bon, comment il s'appelle? Il s'appelle Rabbi Akiva. Moshe il a dit, mais attends, mais j'ai pas compris, si tu as un homme qui va naître comme ça, pourquoi tu me donnes la Torah à moi? D'accord, question de Moshe Rabbeinu le jour du don de la Torah. Donc ça vous laisse un peu imaginer la grandeur de Rabbi Akiva. D'où Rabbi Akiva il a commencé? Chez là. Comment ça se fait que de l'eau ça trouve un rocher? Alors si déjà, écoutez bien, réflexion très poussée, si déjà de l'eau ça trouve un rocher, alors à plus forte raison la Torah, que ça pourra rentrer dans mon cœur. Et de là il a commencé à dire, je vais apprendre la Torah. Compliqué non comme raisonnement. Mais il y a beaucoup de gens qui devraient le faire ce raisonnement parce que alors, on n'est pas tous Rabbi Akiva. Et donc, du coup, on devrait le faire, parce que si on n'est pas Rabbi Akiva, c'est qu'on ne l'a pas encore fait. Donc, on devrait réfléchir à ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il dit, comment ça se fait? C'est que la Torah, ça peut rentrer dans mon cœur. Et à ce moment-là, il est devenu Rabbi Akiva. Il est parti au Cheder, il a appris avec les gosses de 2 ans. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a compris quand il a vu une goutte d'eau qui trouve un rocher? Il s'est pas dit, waouh, faut mettre le chapeau, et les paillettes, et les paillotes, et les titites, et les trucs, et les machins. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Il a vu que une chose qui paraît infime, ça peut faire un grand changement avec le temps.
Il a vu quoi? Il a vu que si jamais maintenant un jour tu comptes le Homer, un jour, Ayom, Yom, Khala Homer, et le lendemain tu fais Ayom, Yom, Shini, et ben ça peut t'amener au Har Sinaï. Une mitzvah comme ça, de rien. Une mitzvah de rien. Chaque jour, ça peut transformer un homme. Mais il faut la faire, la mitzvah. Il faut la faire. Mais une fois que tu l'as fait, sache, ça peut transformer un homme. Ça, c'est la leçon que Rabbi Akiva il a appris. Rabbi Akiva, il a vu combien? Une petite chose, elle a une force extraordinaire. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Une fois, il y avait un Rosh Yeshiva, Bnei Brak. Il avait embauché un jeune bachou pour homme à tout faire, pour réparer tout dans la yeshiva, etc. Et donc il avait embauché, il faisait tout dans la yeshiva. Maintenant le truc, c'était un petit garçon, il était chiloni. Ce jeune, c'était un jeune bachou, je sais pas moi, 18 ans. Il était chiloni. Maintenant le Rosh Yeshiva, il venait le voir de temps en temps, il dit, tu veux mettre les tefilines aujourd'hui? T'as pas mis les tefilines? Il dit, ah, Rad, non, c'est là comment, le stader, vous êtes. Non, d'accord, vous connaissez. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et donc lui, il disait, non, il voulait pas tous les jours, il disait, et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tous les jours, le Rav, il dit, tu veux mettre les tefilines aujourd'hui? Ah, il est là, c'est là, tout là. Et donc, un jour, qu'est-ce qui se passe? Le Rav, juste après Pessah, il arrive, il lui dit, tu sais, on a une mitzvah en ce moment qui s'appelle la Sfirat HaOmer. Et donc, du coup, il suffit juste de dire un truc, compter un truc et c'est tout, il faut juste le dire. Qu'aujourd'hui, on est le 14e jour du Homer et ça fait 2 semaines. Ayom, Arba, Esrei, Yom, la Homer, ouais, Veshem, Shne, Shavuot. Ok, très bien. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc, le Baruch, il dit, après le Rosh Yeshiva, il dit, tu veux mettre les tefilines? Il dit oui. Je dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Parce que tout simplement, puisque tu as fait une mitzvah, c'est marqué dans Pirkei Avot, mitzvah, mitzvah. Puisque maintenant, toi, tu as fait une mitzvah, donc tu as la force, cette mitzvah-là, qu'a priori, ça paraît rien, c'est une goutte d'eau, et bien ça t'a trop le cœur maintenant. Ça te permettra de mettre les tefilines. C'est comme ça. Et donc, chaque instant, ça vaut de l'or. Vous savez que le Khatam Sofer, il a vu un enfant, il a vu quelqu'un, il a vu quelqu'un qui avait 40 ans, mais il lui dit, mais Kvoda, incroyable, vous vous rappelez pas, on était ensemble au Cheder. Il dit au Khatam Sofer, il dit, vous vous rappelez pas, on était ensemble au Cheder, c'est incroyable, je me rappelais pas que vous étiez une tronche atomique. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Vous êtes devenu le Khatam Sofer. Et moi, je suis devenu... Comment ça se fait? Alors à ce moment-là, le Khatam Sofer, il dit, c'est quoi la différence entre toi et moi? La différence entre toi et moi, c'est 1 minute. Je dis, ah bah Raph, faudrait une explication, parce que là, ça paraît bien plus. Ah, il dit, mais non, parce que tout simplement, je vais t'expliquer. Moi, au moment où maintenant, je suis en train de rien faire, là maintenant, là, j'ai fini mon CDR, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, stop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors mon téléphone et hop, en WhatsApp, ou non, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, je vais faire du roumage. Il me reste 1 minute. Bah, je vais faire du roumage, je vais lire un passouk de la Torah. Torah Moshe Missinaï, la passouk de la Torah, une parole d'Akadosh Baruch Hu du Olam. Vous savez qu'Agav, le Chavetz Chaim, c'est marqué les Talmidim du Chavetz Chaim. Les élèves de Chavetz Chaim, ils témoignent que le Chavetz Chaim, quand il étudiait la Gemara, il avait une simcha extraordinaire. Il avait une joie extraordinaire, ça se voyait sur son visage. Mais maintenant, il témoigne qu'il ne voyait pas une aussi grande joie que quand il ouvrait le Chumash, le Chavetz Chaim. Le Chumash. Pourquoi? Parce que tout simplement, une fois, il demandait, comment c'est que vous êtes si joyeux, vous ouvrez le Chumash? Il dit, mais tu te rends pas compte. Mais c'est le bon Olam qui te parle. Hachem, il te parle. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il t'a donné. Moi, j'ai pas compris. Si Obama, il t'envoie, même si tu peux pas le vrai, mais s'il t'envoie une lettre, ouais, tu vas pas la lire avec attention. Tu vas pas faire attention. Attends, mais c'est la lettre du président. C'est incroyable. Ouais, tu vas t'endormir devant comme ça. Ça fait shalom. Attends, tu rigoles ou quoi? C'est la lettre du bourreau Olam. Et lui, il avait une simra extraordinaire. Donc lui, le Khatam Sofer, quand le Khatam Sofer, il lui a dit, regarde moi, quand j'ai 1 minute, et bien tout simplement, j'ouvre un fromage, j'ouvre un truc, une halakha, un truc, voilà. C'est tout ce que j'ai fait pour devenir Khatam Sofer, j'ai rien fait de plus. Nous, on doit comprendre qu'à l'heure qu'il est dans notre génération, un des plus grands Yetzirah qui existe, c'est la perte de temps. La chose, c'est la perte de temps. Passer des heures et des heures à discuter sur Facebook, à discuter sur WhatsApp,
Et l'autre, il a rien à faire, il est en train de s'ennuyer, là, à mort. Du coup, il envoie une lourdeur à tout le monde. Voilà, alors t'as 15 000 téléphones qui sont en train de sonner, ding, ding, ding. Et voilà, ah, regarde, je viens de roter, ah, super, un truc. Et l'autre, il fait, ah, bah moi aussi. D'accord, super, la soirée est géniale, et maintenant tout le monde se voit. Et du coup, lui, il fait, ah, t'as roté, ah, t'es trop marrant, comment ça se fait que tu dis que t'as roté? Et machin, ah ouais, bah moi aussi, j'ai roté hier. Et le matin, la discussion, elle va te durer jusqu'à 2h du mat. Voilà, super. Oh, les mecs, on a évolué là maintenant. On sent qu'on a grandi. Mais comprenez, c'est lié de ça. C'est le Satan, ça. Il n'y a que le Satan qui peut faire un truc comme ça. Que comment tu peux te faire passer des heures à ne rien faire, à te sentir vide. Vide. C'est incroyable. On est dans une génération où le problème premier, c'est la communication. Les gens, ils sont incapables de se parler. Ils sont incapables de se parler, que ce soit dans le couple, que ce soit les parents avec les enfants, que ce soit les enfants avec les parents. Tout le monde s'insulte. Ouais, l'autre, il parle comme un chien à sa femme. L'autre, les parents, ils disent à leurs enfants, ah, espèce de larbin. Et les enfants, ils disent, ouais, ferme ta truc. Mais c'est incroyable. On a un problème grave. Personne ne sait s'adresser à l'autre. Tu parles à quelqu'un, au moment où tu es en train de lui parler, mec, je dis, ouais, je t'écoute. Ouais, tu disais quoi? Non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Arrête. Dis-moi, c'était un Ben Adam ou quoi? Dis-moi, tu es normal dans ta tête? Je te parle, je suis en train de te parler maintenant, c'est pas compliqué. Toi, moi, je te parle. C'est compliqué, même ça c'est compliqué. Comprenez qu'on a augmenté la communication, c'est-à-dire que maintenant tout le monde se parle, mais personne ne sait se parler. Vous imaginez un peu le tralouette de fou? Il n'y a que le Satan qui peut faire un truc pareil. C'est-à-dire que tout le monde se parle, tout le monde s'adresse la parole, mais personne ne sait se parler. Tous les couples, ils se défoncent les uns les autres. Tu as un problème de shalom bayit, tu sais même pas t'asseoir 2 secondes avec ta femme. Tu lui parles, tu dis qu'est-ce qui se passe. Il reste 10%. Je sais pas s'il y a la batterie là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un il a un problème avec sa femme, il est incapable de parler. Parle, assis-toi, t'as un problème, il y a un problème, eh ben on l'étale. T'as un problème avec tes parents, tu demandes, papa, moi je voudrais vous parler, je voudrais adresser la parole, c'est pas possible comme ça. On peut pas, venez on parle. Non, c'est impossible. La communication n'existe pas dans un monde où tout le monde communique. Vous imaginez la folie? Pourquoi? Parce que l'Yetzirah, il veut te faire perdre du temps, et vas-y, tu parles, et maintenant ils ont créé des groupes, et groupes famille, et groupes copains, et groupes trucs, et du coup ton téléphone, toutes les 2 minutes, il t'explose la cervelle, il te sort, le mec ça fait 5 minutes, il peut même pas aller aux toilettes, il va aux toilettes 2 minutes, il entend, attends, je suis aux toilettes, ah bah tout le monde a besoin de savoir qu'il est aux toilettes. Vous imaginez un peu la folie, mais c'est quoi cette folie? Pourquoi? Parce que le Satan il a compris que tu as une chance extraordinaire qui s'appelle le temps. Maintenant, tu n'as pas le droit de perdre ton temps. Tu n'as pas le droit. Parce qu'un juif, il doit évoluer. Un juif, il doit grandir. Un juif, c'est un chamor et il doit devenir un malach. Voilà, ça, c'est un homme. Un homme, c'est un chamor, comme c'est marqué dans Michelet. Ouais, Aïr-Péré, Valed. Un homme, il est né un chamor, un petit âne. Maintenant, il doit devenir un malach. Il doit devenir un sadique. Mais tu n'as pas le droit de perdre ton temps pour ça. T'as pas le droit de perdre ton temps. Vous savez que il y avait à Bnei Brak, un grand sadique qui s'appelait Raphaël Kanievski. Raphaël Kanievski. Une fois, le Stapler, qui était son papa, quand il était encore bachour, il venait de se fiancer avec la rabbinite Kanievski. Il allait se marier. Une fois, la rabbinite Kanievski, c'était la fille de Rav Eliashiv, donc elle venait de Yerushalayim, et elle venait pour aller à Bnei Brak. Donc elle était au bus. Elle arrivait à la tachana de bus. Donc elle allait venir passer Shabbat, je ne sais pas exactement ce qui se passait. En tout cas, elle allait venir dans la maison de ses beaux-parents. Et donc le Stapler, il dit à son fils Raphaël Kanievski, il lui dit va chercher ta kala à l'arrêt de bus parce qu'elle ne va pas savoir où est-ce que c'est. Alors déjà la modestie du Stapler, genre personne ne savait où est-ce qu'elle était la maison du Stapler à Bnei Brak. Bon, ok, disons. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il dit elle ne va pas savoir où est-ce qu'elle est la maison. Et donc peut-être va à la tachana du bus, attends là, comme ça tu lui montres le chemin. Raphaël Kanievski, il y va, bien sûr il prend une Gemara, il prend une Gemara avec lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y va, il va prendre une Gemara, et donc il attend le bus, il commence à étudier, et à ce moment-là, la rabbinite Kanievski, elle arrive à la maison du Stapler, toute seule.
Alors le stapler il dit mais le stapler, le rabbinite il dit mais et Chaim il est où? Il est pas là. Je sais pas, moi je suis arrivé à la Tachana, maintenant moi je suis arrivé à votre maison. Il dit mais on l'a envoyé pour aller vous chercher. Ils sont retournés, il était là en train d'étudier la Gemara. C'est-à-dire qu'il était là dans ce truc. C'est-à-dire que voilà, c'est que le monde il pouvait se tourner autour de lui. Et non mais jamais, il était dans sa Gemara. Il était dans sa Gemara. C'est que j'ai vu une question de lui. J'ai vu une question qu'ils ont demandé à Raphaël Kanievski à Pessah. Est-ce qu'il y a une mitzvah de monter au Beth Amikdash, de monter au Kotel pendant les régalim? Pessah, Shavuot, Sukkot. Est-ce qu'il y a une mitzvah? Il y avait une mitzvah à l'époque qui s'appelait Aliyat HaRegel, de monter au Beth Amikdash 3 fois par an. D'accord? Une mitzvah, une ordonnance de la Torah. Est-ce que maintenant que le Beth Amikdash il est détruit, il y a encore la mitzvah? Ils ont demandé à Raphaël Kanievski. Raphaël Kanievski il a dit oui. Il y a encore la mitzvah. Maintenant, il continue la question. Il dit, est-ce que maintenant, c'est Kedaï que quelqu'un qui étudie, toute sa journée il étudie, il perd une moitié de sa journée pour faire cette mitzvah? Parce que maintenant, lui, il est en train d'étudier, et il va perdre la moitié de sa journée parce qu'il va devoir prendre le bus, arriver là-bas, truc, machin, il n'aura pas le temps d'étudier, il va arriver au côté, il va faire une fila, il va repartir. Donc quand tu habites à Bnei-Brak, tu as perdu la moitié de ta journée. Donc est-ce que, quel est le mieux? C'est d'étudier, de rester à étudier à Bnei-Brak, ou non, faire la mitzvah d'Aliyat HaRegel, même si on va perdre une matinée? Réponse de Raphaël Kanievski, ben, il étudie dans le bus. Oui, c'était pas chaud, c'est la question. C'est la question. Qu'est-ce que tu vas faire dans le bus pendant 3 heures? Tu vas faire comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire dans le bus? Tu étudies. C'est que j'ai vu une photo, c'est faire de la rabbinite, j'ai vu une photo, c'est qu'ils ont eu une panne de voiture sur la route de Jéru, et tu vois la rabbinite et Raphaël il est là dans sa Gemara sur le bord de la route. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant je vais attendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre l'autobus qui va venir. Qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'une fois, Rabbi Lulopian, qui était le mashgar d'une très grande yeshiva de Kfar Hasidim, Rabbi Lulopian, il attendait le bus. Et donc il était en train de réfléchir, en train d'étudier, pendant qu'il attendait le bus. Et à ce moment-là, il voit un bus qui arrive. Il commence à faire comme ça. Pour regarder quel bus arrivait. À ce moment-là, il dit « T'y pêches !» Alors, il y avait un barouk qui était à côté de lui, il dit mais pourquoi vous traitez ainsi? Pourquoi vous parlez comme ça? Il dit mais qu'est-ce que ça change que je vais regarder si c'est le bus qui arrive là maintenant? Quand il va arriver, de toute façon, il sera en face de moi. C'est-à-dire que maintenant, pour lui, vous imaginez ce que ça vaut chaque seconde d'un gadol, chaque seconde d'un juif. Ça n'existe pas. Alors vous imaginez qu'est-ce que c'est qu'aller à Eilat et passer une après-midi. Tu as fait la première phase, tu fais l'autre côté. Mais ça n'existe pas, ça, c'est pas juif, c'est pas juif. Ça n'existe pas quoi, un juif, t'arrives après 120 ans, on dire alors, Chumash, Torah, Mishnah, alors c'est bon, et on passe la vidéo, tic. Et là tu vois. Et là tu penses à quoi là? Tu penses à quoi? Oui, effacez les pensées. Effacez les pensées, c'est bon, on a compris. Pas juif, rabotaï. La Torah elle vient t'apprendre chaque jour Ayom, Yom, Shlishi, Laomer, Ayom, Yom Revi. Pourquoi? Parce que tout simplement on comprend que tu as une matana qui t'a été donnée, qui s'appelle le temps. Cette matana ça vaut de l'or parce que c'est tout ce temps-là, c'est chaque temps que tu as su optimiser, c'est ça qui va faire ton Olababa. Donc Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide, qu'on puisse grandir en Torah, qu'on puisse optimiser le temps chaque instant, qu'on puisse grandir, que beaucoup nous protège, qui envoie le Mashiach, Bezrat Hashem, les paroles, et toutes les paroles du monde.